Il est arrivé au Québec à 8 ans en fuyant une guerre civile au Sri Lanka. J'ai pu faire sa rencontre lors d'un voyage à Los Angeles où on a passé 4 jours dans une magnifique villa à Beverly Hills. Aujourd'hui, Seroudjan, il est courtier, investisseur, créateur du podcast Elevate sur lequel j'ai eu la chance de faire mon apparition. C'est l'organisateur de la plus grosse conférence business au Québec. Il a fait venir des gros noms tels que Andy Elliott et Daniel G à Montréal. Et l'année prochaine, il a réussi à booker Russell Brunson. Derrière tous ces projets, il y a une obsession. Donner avant de recevoir et montrer aux personnes qui ne sont pas destinées à réussir qu'ils peuvent construire et viser très grand. C'est sa vision qu'il a nommée Underdog. Dans cet épisode, on parle résilience, immigration, mindset, organisation d'événements XXL et comment transformer des refus en force pour enfoncer toutes les portes et réussir en business. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui m'inspire. Je suis très heureux de le recevoir dans mon podcast Marketing and Chill. Bienvenue à toi, Seroudjan. Merci pour l'invitation. Avec J'ai hâte plaisir. de faire ce podcast avec toi. Yes, on en a déjà fait un la semaine dernière ensemble chez toi. Yes, c'est moi qui passe en entrevue. C'est ça, exactement. J'ai préparé plein de questions. On se connaît un peu personnellement, on a passé pas mal de temps ensemble. Venu à ton dernier event. J'étais un des premiers acheteurs du CEO pour l'année prochaine, Elevate. Donc on va parler de tout ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Seroudjan, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait à Montréal? Quels sont ses projets actuels? Fais-nous une petite introduction. Let's go! Seroudjan Kelly-Chillingham, courtier hypothécaire commercial. Beaucoup de personnes me posent la question, mais Seroudjan, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es dans l'événementiel à 100%? Parce que dernièrement, c'est ce qu'on a sollicité, on a propagé le plus, mais la vérité, c'est que je suis dans le courtage hypothécaire depuis maintenant 10 ans. Les 5 premières années craft dinner, puis les 5 dernières années, c'est là que j'ai commencé à pouvoir me permettre de manger dans des restaurants assez chics. Alors, ça a été tout un progrès, c'est toute une aventure. J'adore, c'est pour ça que je le fais, je continue à le faire. Ce que j'adore de l'entrepreneuriat, c'est que toutes les possibilités sont possibles. Right? Les possibilités sont illimitées. La seule chose que tu dois faire, c'est ne jamais abandonner puis être bien entouré. Donc aujourd'hui, je rentre dans ma 10e année. Je ne suis pas non seulement courtier hypothécaire, je suis également investisseur en immobilier, gestionnaire de fonds privés. Donc ici, je sais pas quel autre, je pense que tu as aussi une audience en France, mais tu prêtes de l'argent dans l'immobilier. C'est ça qu'on appelle le financement privé. Et également fondateur d'un des plus grands événements au Canada, Elevate, que j'ai fondé l'année passée parce que je voyais qu'il n'y avait pas ce genre de conférence ici au Canada très fréquemment. Donc, on avait commencé ça l'année passée. On était 900 personnes au Palais des Congrès de Montréal, l'une des venues les plus iconiques à Montréal. Quand tu le fais au Palais des Congrès, c'est comme tu as réussi. C'est comme le MGM Grand de New York. Et on vient de faire la 2e édition, 1400 personnes. On avait eu Andy Elliott, Daniel G, Mark Shapiro et tous ces individus qui étaient là. C'était exceptionnel comme événement. Donc, en fait, ça vient pas de moi. C'est des gens qui ont témoigné que ça a été ça valait la peine. Ils ont bien investi leur argent. Et c'est ça. Donc, c'est un peu ce que je fais. Donc, si tu veux aller encore plus loin, je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans à cause d'une guerre civile qui a dévasté le pays pendant presque 3 décennies au Sri Lanka. Un génocide aussi. Plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont mortes à cause d'une guerre civile qui a éclaté car il y avait un peuple qui voulait plus que l'autre. Alors ça a dévasté le pays pendant longtemps. Puis mes parents, ils se sont sauvés de la guerre civile pour pouvoir donner une opportunité ici. Tu étais de quelle ethnie au Sri Lanka? Je suis de religion hindouiste. Ok. Et l'autre partie était bouddhiste. Ouais, donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je ne sais pas si tu veux rentrer là-dedans. Là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Let's C'est go. intéressant, Donc, en let's fait, go. c'est simple. C'est simple. C'est-à-dire qu'on était minorité, les hindous. Les bouddhistes, ils étaient majoritaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on avait moins d'opportunités que les bouddhistes, puis c'était voulu. Le gouvernement était bouddhiste, nous, les minorités, on n'avait pas nécessairement beaucoup d'opportunités. Pourtant, on était très bien éduqués. Donc, ça fait beaucoup de froissement, ça fait beaucoup de situations où les gens on sentait avec moins d'opportunités simplement. Et là, on a pris les armes parce qu'on voulait nous défendre, mais malheureusement, c'est pas la seule chose à faire, quoi. Il faut aller en politique, il faut avoir des discours, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait même pas la chance de pouvoir être en politique, de rentrer dans les chambres pour pouvoir débattre. Alors, il y a certains groupes militants qui ont pris les armes, puis ça a propagé. Je dirais que ça a duré trois décennies. 3 décennies. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis aujourd'hui, après, en 2009, la guerre a terminé avec la mort du parti, de la personne qui était responsable. Et éventuellement, bon, aujourd'hui, tu peux retourner au pays, tu peux prendre des vacances là-bas. La guerre est terminée. Alors, je vais souvent, une fois aux 5 ans, je retourne dans mon pays. Puis, ce que j'aime d'aller dans mon pays, c'est de voir
qu'on est vraiment chanceux d'être ici. C'est avoir une autre perspective de la vie. Ouais, tu le dis souvent. Tes parents sont arrivés donc, quand tu avais 8 ans. Ouais. Comment ça s'est passé? Ils ont eu une opportunité, tu es arrivé ici, et ensuite tu as découvert la vie et tu étais libéré au Canada. Tu dis souvent que tu es arrivé avec 6 pieds de neige. Ouais. Je me rappelle comme si c'était hier. Je suis rentré ici le 22 janvier 2002. C'était une journée enneigée, 6 pieds de neige, c'était incroyable. J'ai jamais touché de la neige de ma vie, donc au Sri Lanka, il fait très chaud. Yes. Alors, en fait, c'est comment que ça s'est passé, c'est que mon père il s'est sauvé du pays, il est allé en Inde, puis après ça à Los Angeles. Et il s'est fait prendre là-bas, il s'est fait emprisonner là-bas pendant un mois de temps, car il est rentré illégalement, puis... je pense qu'un membre de la famille a appelé pour dire à mon père, hey, écoute, ici au Canada, c'est la santé universelle, c'est beaucoup plus tranquille, puis ils acceptent les réfugiés. Donc, il a fait le trajet pour venir au Québec. Alors que j'aime ça blaguer comme quoi que j'aurais pu être un Américain, mais mon père a décidé de venir au Québec. Je ne regrette pas. Si ça aurait été une autre vie, on ne se serait jamais rencontrés, quoi. C'est sûr. Ou Ouais. en France, parce que la santé est universelle là-bas aussi. Ah oui? OK. Bon, j'ai la famille un peu partout. La blague que j'utilise, c'est que... une autre blague que j'utilise, c'est on est comme des Chinois, on est partout. J'ai de la famille en Italie, en France, en Londres, à Los Angeles, un peu partout. Ouais. Un de mes copains d'école d'ingénieur et du Sri Lanka également. Ah oui? OK, cool. Ok, eh ben let's go, on va aller sujet par sujet. Le premier que j'aimerais développer, c'est le courtage. C'était ton saut dans l'entrepreneuriat. Tu as commencé à 22 ans, tu as quitté l'école. Ensuite, évolué avec un mentor et tu as rapidement gravi les échelons. Qu'est-ce qui t'a fait commencer? Qu'est-ce qui t'a fait beaucoup évoluer? Est-ce que c'est ici que tu as commencé, dans les bureaux où on est actuellement? C'est ici. En Ok. fait, c'était mon deuxième bureau ici. J'ai fait quoi? 2-3 ans ici. Ouais, j'avais un bureau juste dans le coin là-bas. C'était ma plus grande facture dans le temps. Ok. 500 le bureau, $500 le bureau. Donc, Ça a augmenté depuis? ça a augmenté, ouais, ça a multiplié x 10, je dirais, Ok. même x 20. Alors, pour répondre à ta question, j'ai commencé à l'âge de 22. Pourquoi j'ai commencé dans l'industrie du courtage? C'est simple, c'est que j'ai toujours été un jeune homme ambitieux, j'ai toujours voulu faire de l'argent, j'ai toujours voulu avoir du succès, mais des fois qu'on est jeune, on n'a pas nécessairement le bon véhicule, le bon environnement, on ne sait pas comment faire des sous. Quoique, des fois, on se demande, est-ce qu'un jour, tu vas faire de l'argent? Right? Surtout quand tu n'es pas nécessairement dans le bon environnement. Puis malheureusement, dans mon entourage à moi, c'est tous des jeunes, tout le monde dans mon âge, dans le temps. Et mes parents, ils avaient un petit dépanneur, donc c'est des entrepreneurs, mais pas par choix, mais par force, parce qu'ils connaissaient pas nécessairement la langue. Donc la seule possibilité pour eux de gagner une meilleure vie, c'est de commencer une business. Donc vous avez une épicerie pendant très longtemps. Moi, j'ai vu mes parents pas mal travailler toute leur vie, donc j'ai pris ce côté où tu dois travailler pour gagner ta vie. J'ai jamais connu nécessairement de fêtes, de festivals, de congés. Donc, mes parents travaillent 7 jours sur 7, de matin jusqu'au soir. Ma mère rentre, ouvre la porte, puis mon père, il ferme. Donc, voir mes parents travailler de cette façon-là, j'ai pris ce côté-là, cette expertise, je dirais, de toujours travailler. Alors, à 22 ans, ce qui s'est passé, c'est que on m'a mis dehors de l'école, de l'université, parce que j'allais pas nécessairement à tous mes cours, parce que je croyais que les finances, j'aurais eu une passion pour ça, mais avec mon problème de TDAH, puis l'incompréhension de la matière, car on le faisait toujours à distance. Alors j'ai dit, tu sais quoi, faut que je fasse d'autres choses. Et c'était à ce moment-là que j'ai vraiment senti une certaine dépression, je dirais. Alors moi, je suis un gars que, peu importe ce qui arrive dans la vie, j'ai comme j'ai un mécanisme de défense qui permet d'avancer toujours, de voir les choses positivement, peu importe la situation. Mais durant ce moment-là, j'étais extrêmement perdu parce que quand j'étais à l'université, j'avais un plan sur 10 ans. Ah, moi, je vais finir les finances, je vais donner un comptable CPA, ainsi de suite. Je vais faire de l'argent à 200-300 000 par année. Et là, on me met dehors de l'école. Et là, je suis comme, tout tombe à terre. Et c'est là que j'ai eu une discussion. C'est pour ça que les discussions, pour m'ouvoir, j'en parle beaucoup, qu'une discussion peut changer carrément ta vie au complet. J'ai un ami qui me dit, j'étais sur la 40 avec mon ami dans sa Subaru, et il me dit, hey man, pourquoi tu n'essaies pas l'immobilier? Ouais. Et là, j'ai dit, comme quoi? Il y a courtier immobilier, courtier hypothécaire. Là, j'ai dit, courtier immobilier, ça ne m'intéresse pas trop, parce que rentrer dans une maison, parler des planchers flottants, ça ne m'intéresse pas. Mais les finances m'intéressent. Puis le courtage hypothécaire, j'ai jamais connu ce métier. Là, il m'a dit, oui, je connais un mec qui travaille du Vietnam, qui fait des hypothèques ici au Québec. Tu pourrais travailler de partout, tu as d'énormes possibilités, puis tu peux gagner vraiment bien ta vie. Et là, j'ai dit, OK, tu sais quoi? Mais ça m'intéresse. Je vais sur Google le soir, je tape c'est quoi un courtier hypothécaire. Et j'apprends que c'est un métier qu'il n'y a pas d'échelon.
Donc, tu peux faire autant d'argent que tu veux. Ça dépend vraiment de ton éthique de travail. Et en plus de cela, tu peux travailler de partout dans le monde. C'est ça qui m'a vraiment intéressé le plus. Imaginez à Cuba, au bord de la plage, en train de faire des hypothèques. Là, j'ai dit, waouh, c'est quoi ce domaine? Puis, rappelons qu'en 2016, c'était pas si populaire. Travailler à distance, tout le monde travaillait au bureau. Alors, avoir un métier où tu peux travailler de partout, ça m'a vraiment plu. Donc, je me suis lancé sur un coup de tête. Je suis allé à l'école. J'ai rencontré des très bonnes personnes et c'est là que je suis tombé en amour avec le métier. Je suis tombé en amour avec le métier, pas parce qu'il y avait beaucoup de sous à faire, mais plutôt parce que j'étais pas bon. Et j'avais cette obsession de devenir bon, car je voyais du monde autour de moi, dans le courtage hypothécaire, réussir à grande échelle, dont la personne qui loue le bureau ici, il s'appelle Vic, et il faisait quoi, 5 millions par année, puis il a dit, waouh. OK, il y a vraiment beaucoup de possibilités dans ce métier. Donc, c'est là que je suis rentré à fond dans le boulot. Et j'ai réalisé que parce que je n'étais pas bon, il fallait que je progresse. Et parce que je voyais d'autres personnes réussir, je me suis posé la question, pourquoi je ne pouvais pas? Pourquoi moi, je ne peux pas? Alors, je n'ai simplement jamais lâché. Et c'est la raison pourquoi j'ai passé à travers tous les obstacles pour me rendre où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus que ça. C'est que ce que j'aime dire au niveau des opportunités, c'est qu'il y a tellement de façons de faire des sous. Que ce soit dans le courtage immobilier, que ce soit dans le closer setters, que ce soit dans l'infoproduit. Il faut vraiment que tu consacres ton temps. C'est ça qui fait la différence. Right? Et tu es bien entouré des gens qui sont très loin. Comme ça t'inspire à dire, OK, tu sais quoi, il faut juste les bonnes informations pour pouvoir le faire. Comment tu as scale ton activité de courtier? Donc au début, tu as fait tes volumes avec tes mentors, après tu t'es mis à ton compte, après tu as lancé ta propre entreprise de courtier, et là tu t'es équipé d'une équipe. Ouais. Tu peux te développer un peu là-dessus, sur combien Bien de sûr. personnes, etc. Donc, au début, étant donné que j'avais aucune expérience, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un des top courtiers dans mon milieu. Alors, j'ai fait 4-5 ans avec lui. Alors, j'étais son assistant. Ensuite, je suis devenu son partenaire. Bien sûr, avoir ces informations liées avec 15 ans d'expérience. Donc, une des clés de la réussite, c'est d'avancer rapidement et prendre l'information des autres. Parce que si tu prenais, s'il a pris 15 ans pour apprendre et réussir, mais ça peut te prendre peut-être 2-3 ans. Parce que c'est 15 ans d'expérience, 15 ans de savoir-faire, tu vas l'accumuler plus rapidement. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me coller à cette personne. Puis non seulement il avait du succès, mais il y avait un développement personnel beaucoup très poussé. C'est-à-dire qu'il parlait devant 300-400 personnes avec aise. Donc, il y avait cette don de pouvoir parler avec n'importe qui. Il closait tout ce qui bougeait. Donc, il y avait vraiment un sérieux problème. Il y avait cette obsession de vouloir convaincre tout le monde. Right? Que ça soit au niveau familial qu'en affaires. Donc, je me suis dit, OK, wow, j'ai besoin d'apprendre de cette personne de ce côté-là également. C'était une personne qui prenait extrêmement bien de sa santé. Il était déjà dans sa fin trentaine, puis il avait des six-packs. Alors, moi, je me suis dit, bon, ça aussi, ça m'intéresse beaucoup, car j'ai fait du sport toute ma vie. Puis, donc, au début, j'ai commencé avec lui. J'ai tout appris. Et ensuite, on est devenus partenaires. Puis, finalement, j'ai décidé de voler de mes propres ailes pour pouvoir passer à une autre étape. Et j'ai commencé à appliquer. Et une autre chose que j'ai faite, c'est que ce mentor m'a beaucoup appris, mais il y a d'autres personnes qui peuvent m'apprendre également. Donc, j'ai lancé un podcast dans le but de pouvoir rencontrer d'autres top courtiers hypothécaires et immobiliers. Donc, je commençais à faire énormément de podcasts, une centaine d'épisodes. Jusqu'à maintenant, on est rendu plus d'une centaine. J'ai comme arrêté maintenant parce que j'ai passé à d'autres choses, mais avec ces centaines d'épisodes, ces centaines d'heures passées avec ces élites, ça m'a permis de pouvoir aller chercher les meilleurs conseils encore une fois, que j'ai finalement appliqué dans ma business, puis ça a comme explosé mon domaine à moi. Est-ce que le but du podcast, donc tu as mis les courtiers du Québec, Ouais. tu as commencé ça dans le but de leverage, on en parlait juste avant en off, d'avoir du temps de parole avec les personnes que tu voulais, qui sont les leaders dans ce marché-là, et faire plein d'épisodes. Le but, quand tu avais ça, tu avais déjà une business qui roulait, ou tu l'as parti avec le podcast? Écoute, je vivais encore dans le sous-sol de mes parents. Ok. Et j'avais pas nécessairement dit à ces invités que j'étais dans le sous-sol. En fait, j'ai mis Le vraiment podcast était dans le sous-sol? dans mon sous-sol. Donc, Ok. évidemment, je le faisais virtuellement. Donc, c'était durant le COVID. Alors, personne ne pouvait se rencontrer. Donc, c'était parfait. Le timing était parfait. Donc, on le faisait virtuellement. Et j'avais étudié le marché un peu. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de podcast pour les courtiers dans le but de pouvoir aider les courtiers à aller chercher les meilleures informations. Il n'y avait pas d'entrevue de courtier. Il y avait beaucoup dans le monde anglophone, mais rien du côté francophone. Donc, je dis c'est le parfait moment. En plus, je regardais un peu c'est quoi les avantages. Donc, c'est quoi les avantages de faire un podcast? De un, j'ai la chance de pouvoir être assis, parler avec une personne qui a un énorme succès, où son taux horaire est dans les 10 000 $. Right? Il y en a qui gagnent très bien leur vie. La deuxième chose, ça me permettait d'apprendre moi,
Donc, ça me permettait d'apprendre car ils avaient accumulé énormément d'expérience. Donc, les années d'expérience en quelques heures, j'étais préparé aussi avec les bonnes questions qui me permettaient d'aider. Et la troisième chose, ça me permettait aussi de pouvoir partager avec tout le monde. Donc, c'était gagnant, gagnant, gagnant. Et c'est une des canaux de business que j'avais, c'est que je recevais la business de d'autres courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires. Je me spécialisais dans les dossiers un peu plus difficiles. Donc, si je donne la valeur, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont penser à moi. Alors, au lieu de solliciter chacune de ces personnes en appelant puis parler de mes services, mais le fait que je donne de la valeur, ces individus vont penser à moi. Donc, c'était comme gagnant, 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 gagnant 4 fois. Alors, c'était comme la parfaite recette pour pouvoir développer ma business. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans les podcasts, j'appliquais aussi. Donc, le retour sur mon investissement était énorme. Alors, c'est comme ça que j'avais commencé le pod. Puis, à un moment donné, j'avais tellement de personnes qui écoutaient. J'ai réussi à faire mon premier événement dans les podcasts il y a quoi, 1 an et demi, élevé de la première édition. C'est pas du pur hasard. C'était pas c'est un one night success où j'ai amené Ryan, donc j'ai réussi à remplir la place. En fait, dans l'événementiel, il faut comprendre que c'est pas parce que tu as une grande célébrité qui vient à ta conférence que les gens vont te faire confiance automatiquement. Tu vas devoir pousser les choses de d'autres niveaux, de d'autres façons. Puis, étant donné que j'avais déjà un certain succès au niveau du podcast, les gens me faisaient déjà confiance car je donnais déjà de la valeur dès le départ. Right? Alors, c'était très facile pour moi de faire la transition et de leur dire, écoute, je t'ai assez donné, maintenant je vais continuer à te donner, mais cette fois-ci, je vais te charger un petit prix. Et ça va être en présentiel. Et le bonus, c'est Ryan Serhant qui vient faire le speech. Alors, c'est comme ça que j'ai réussi à remplir la salle. Ok. Est-ce que ce podcast-là t'a apporté beaucoup de mandats? Est-ce que c'est grâce à ça que tu as réussi à te développer en courtier? Je ne dirais pas que c'est la seule raison pour que j'ai réussi. Tu peux faire bien des podcasts, mais si tu n'as aucune stratégie derrière, tu peux couler aussi. Mais c'est un facteur sur plusieurs. Et tu as une ambition certaine que j'admire à chaque fois. Tu as réussi on peut dire, de la cave de chez toi à Patrick Bat-David. Ouais. Tu as réussi à l'avoir en podcast. Tu as eu récemment Andy Elliott également. Tu as une belle vidéo sur YouTube là-dessus. Quel conseil tu as pour aller chercher un maximum de personnes? Si moi, je vais aller chercher mon gars que je veux avoir en podcast, comment je fais? Comment je m'y prends? Et, tu as accès d'ailleurs. En fait, c'est... Ah oui? Ok, je vois de qui tu parles. Mais c'est facile. En fait, excuse-moi, c'est pas le bon terme. C'est simple, pas facile. Okay. La majorité des individus qui ont du succès, qui sont très sollicités, qui sont populaires, on pense qu'ils sont inaccessibles. La réalité, c'est qu'ils cherchent... La raison pourquoi ils sont rendus à ce niveau, c'est parce qu'ils veulent encore plus d'opportunités qui viennent vers eux, et non le contraire. Toute notre vie, on court vers des opportunités, et quand tu as cette position, les opportunités viennent vers toi. Il y a des gens qui ont la tête enflée, mais moi, comment je le vois, c'est que j'ai énormément de gratitude. C'est-à-dire que si je me mets dans cette position où je peux avoir des opportunités, prends le temps d'au moins écouter. Tu peux te refuser. Right? Mais tu prends le temps de au moins les écouter. C'est ça que je disais l'autre fois. Pourquoi je veux encore des conférences comme invité, simplement comme dans l'audience, et non pour parler. Donc l'autre fois, on était là cette fin de semaine à l'événement de Tommy. Et là, beaucoup de personnes pour me poser la question, « Hey, t'es pas conférencier? J'ai dit, tu sais quoi? Ça fait du bien de pas être conférencier. Après, avec ce que je viens de vivre avec Elevate, là, c'était assez surchargé. Donc, ça fait du bien de juste être parmi l'audience et écouter quelqu'un faire sa tâche, sa job. Alors, qu'est-ce que j'aime de ces conférences comme invité, c'est aussi parce que, étant donné que j'ai une certaine popularité ici au Québec, dans le monde de l'entrepreneuriat, les opportunités viennent vers moi. Chaque fois que j'y vais là, je close une dizaine de deals chaque fois. Donc, pourquoi je n'irais pas? En plus, j'apprends aussi de ces contenus qui sont partagés dans les conférences. Alors, ce que je voulais, pour répondre à ta question, est-ce que c'est facile? C'est simple, mais pas facile. Et ce qu'il faut comprendre avec ces conférences, avec ces gens qui sont hyper populaires, c'est que ils cherchent des opportunités. Mais tu dois approcher de la bonne façon. Et la meilleure façon de les approcher, c'est de donner la valeur avant de demander. Ces gens-là, tout le monde veut quelque chose de leur part. Right? C'est sûr que tu touches à cette personne, c'est toi qui vas être plus gagnant que lui. Donc, comment tu peux amener de la valeur à cette personne, sachant que tu as moins à donner? La meilleure façon, c'est d'acheter leurs produits, acheter leurs services. Donc, les supporter au niveau de ce qu'ils font comme projet. C'est-à-dire, s'ils ont un événement, vas-y à leur événement. Et si tu as les moyens, paye le billet le plus cher. Et ça va te permettre à toi et à lui de
de vous remarquer. Parce que les organisateurs, c'est ce qu'on fait, c'est quand on organise un événement, c'est un produit qu'on vend. Alors, si tu vends, si le client achète le produit le plus cher, automatiquement, tu vas être reconnu, tu vois. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de donner. C'est de donner d'autres façons. C'est-à-dire, s'il y a un cours, moi, je me rappelle, comme j'ai dit ça souvent à mes personnes proches, Neil Dingra, il charge autour de 50 000 pour un speech. Il est venu gratuitement pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 ans, je suis allé à sa conférence, j'ai payé le billet le plus cher, j'ai payé un cours de 20 000 US qui apprend sur les réseaux sociaux, quoique j'avais déjà une expertise là-dedans, mais j'ai quand même payé, pas pour apprendre, ça c'est un plus, mais me connecter de façon plus intime avec lui. Il y avait une vingtaine de personnes qui ont payé le cours versus 1000 personnes dans sa conférence. Donc, chaque fois que j'ai voulu lui parler, c'était comme presque impossible. Tout le monde voulait prendre des photos. Les Américains, c'est encore plus intense, là. Ils idéalisent un peu plus. Donc, tout le monde veut prendre des photos comme si c'était Brad Pitt. Donc, j'avais aucune chance de le parler. Tandis que si tu prends son cours, tu vas être en présentiel avec lui, avec 20 personnes. Donc, tu as beaucoup plus de probabilité de pouvoir vendre ce que tu veux, de solliciter pour tes besoins. Donc, le fait d'avoir payé ces 20 000, donc, je suis devenu automatiquement une bonne connaissance à lui, tu vois. Et j'ai continué à donner la valeur et éventuellement, c'est son frère qui m'a mis en contact avec Ryan Serhant. Ça, c'est vraiment du pur hasard car ma fiancée me dit souvent que je suis un perroquet. Souvent, je parle de mes grands projets sans nécessairement avoir peur de ce qui peut arriver. Que ça marche ou ça ne fonctionne pas, je parle quand même. Dans notre culture, dans sa culture également, tu sais, des fois, elle croit beaucoup au mauvais œil. Elle croit que c'est vrai, le mauvais œil, mais moi, je m'en calisse. Pour vrai, je fonce. Il y a seulement une personne qui peut m'arrêter, c'est moi-même. Je suis mon pire ennemi. Donc, si le projet ne réalise pas, c'est à cause de moi. Mauvais œil, je ne prends pas ça en considération. Donc, je parle un peu de mon projet, comme quoi qu'un jour, j'aimerais savoir Patrick Bet-David. Et son frère, il me dit, hey, tu sais quoi? Je peux t'avoir Ryan Serhant si tu veux. Je dis, t'es pas sérieux? Ben oui, je te mets en communication quand je rentre chez moi. Alors, il me met en communication. Première édition d'Elevate voit le jour grâce à cette contact. C'est même pas Neil, c'est son frère. Mais son frère me voyait investir son frère depuis certains temps. Puis, tu sais, j'ai bâti la crédibilité. J'ai gagné leur confiance. OK, c'est un gars sérieux. Il est jeune, mais il est sérieux. Donc, il a des grandes ambitions. Pourquoi pas aider ce jeune homme? Donc, c'est comme ça. Donc, peu importe ce que tu veux, garde ça en tête. Ils cherchent des opportunités autant que nous, on cherche. Ils sont beaucoup plus sollicités. Donc, il faut attirer leur attention en achetant ce qu'ils ont à partager. 100%. Parlons d'Elevate maintenant. Est-ce que tu es à l'aise de parler de chiffres ou pas par rapport aux acquisitions, tickets, etc. Je peux parler en large. Ok. Ouais. Ok. Édition 1, édition 2, tu passes de 700 édition 1. Moi, j'y suis pas allé l'édition 1. La première édition, on était 900 personnes. Ça m'a coûté environ un demi-million de dollars. Un demi-million? Un demi-million, j'ai perdu environ 150 000. Okay. La première édition. La deuxième édition, ça m'a coûté environ 1 million, dans la direction de perdre environ 300 000. J'ai sauvé ma peau en vendant un cours. À quoi que j'étais prêt à perdre. Moi, mon objectif, I'm playing the long game. 20 years run. Like, beaucoup d'entrepreneurs, ils se disent « Ah, je sais, jeune, t'as des couilles de fer, tu prends autant de risques, pourquoi tu fais ça? Quand tu peux te concentrer dans le courtage, tu peux faire des millions là-dedans. » J'ai réussi très bien dans le courtage commercial, puis 3 mois que j'étais absent, c'est-à-dire que tout était délégué avec ma business. Donc, quoique, si je suis présent, je vais faire encore plus que si je suis absent et que je me concentre avec Elevate. Et je vais certainement faire beaucoup plus d'argent en consacrant mon énergie dans le courtage. Mais j'ai pris un petit recul pour pouvoir me concentrer à Elevate, surtout dans les derniers mois. Et il me pose la question, en plus, tu n'es même pas sûr que tu vas gagner de l'argent. Je ne fais pas pour l'argent. L'argent va venir. Tu vois? Au Québec, qui fait un événement aussi gros que le mien? Qui a le plus de visibilité actuellement? Alors, à long terme, si je calcule sur 20 ans, c'est sûr qu'il va être gagnant. Quelqu'un qui fait 1 million par année, mais il plafonne à 1 million, versus moi qui perds un peu de sous maintenant. Mais si je continue à gagner, frapper fort chaque fois, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Je vais passer de 1 million à fucking 50 millions, 100 millions avec des bonnes opportunités sur la table. Je côtoie, une des choses que j'aime avec l'événementiel, c'est que je côtoie du monde comme Andy Elliott, Daniel G, Patrick Bet-David. Ces individus, c'est des grands visionnaires. Je suis assis dans la même salle qu'eux. Right? Petit gars de Québec qui est assis dans la même salle qu'eux. Donc, je ne vois pas ça à court terme, je le vois ça en long terme. Quoique j'ai fait des sous avec LV 2025, mais ce n'était pas la raison pourquoi j'ai fait cet événement. C'est d'amener ce genre d'événement ici au Québec et aussi de travailler sur du long terme avec une vision beaucoup plus long terme. Et donc ça me fait penser, je rebondis là-dessus, tout ce que tu as dit avant, tu vois par exemple moi à mon niveau je vais aller payer le produit de quelqu'un pour aller m'asseoir à la table
Tu vois, par exemple, via ton événement, j'ai bien connecté avec Justin qui était assis là il y a 2 semaines, Justin Lalonde. Toi, en fait, ce que tu fais là, c'est à un autre niveau, c'est-à-dire que tu donnes l'accès aux personnes d'arriver et de parler devant un public à Montréal, et en échange de ça, tu as une relation très proche avec eux. Tu es allé chez Andy Elliott, tu as préparé tout ça avant. Tu vas chez Daniel J aussi. Est-ce que c'est cet esprit-là que tu as aussi? C'est pour te rapprocher de ces personnes-là en leur offrant, en échange, bien évidemment, tu les payes pour la prestation, mais également tu leur offres, tu leur ouvres le Canada. Parce que Daniel J est de Toronto, mais Andy Elliott, c'est la première fois qu'il vient au Canada également. J'aime dire, quand tu n'es pas invité à une table, tu achètes ta propre table. Oui. Et toute ma vie, j'ai acheté ma propre table pour pouvoir me retrouver dans des environnements comme ça. Aujourd'hui, j'ai bâti une plateforme. Une autre chose que j'aime dire, c'est que quand tu as une plateforme, c'est là que ça devient un game time. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, bon, dans le passé, je devais aller dans leur plateforme, je devais payer pour avoir accès à ces gens-là. Puis avec Elevate, qu'est-ce qui me donne comme leverage, c'est que ces gens-là veulent venir à ma plateforme à moi. Alors, oui, effectivement, donc avec autant tous les avantages que ça amène Elevate pour les individus qui participent, mais de l'autre côté, ça me permet aussi de me coller à ces individus-là beaucoup plus facilement. Daniel J, encore une fois, il est venu gratuitement pour mon événement. Right? Il charge entre 50 à 100 000. Sa demande pour parler augmente de jour après jour parce qu'il y a quoi, 5 millions de followers sur Instagram, presque il s'en va dans 6 millions. 6 millions de personnes, c'est énorme. Si tu comptabilises ça, puis tu monétises ça, c'est beaucoup d'argent que Daniel J charge pour pouvoir parler, tu vois. Alors, si tous ces individus sont venus gratuitement, pourquoi? Parce qu'ils veulent être dans cette plateforme. J'ouvre techniquement le Canada pour toi. Right? Andy Elliott n'est jamais venu au Canada. Et j'ai vu ces gars-là, ils étaient en train de closer du monde dans la salle. Il y a beaucoup de personnes qui sont présentement en Arizona parce qu'ils étaient à Elevate, puis Andy Elliott et ses vendeurs ont réussi à les convaincre, quoi. Ok, ouais, j'ai eu une très très belle expérience avec Andy Elliott pendant l'événement. On va tranquillement aller sur le financement, ton infoproduit, etc. Pour l'organisation d'Elevate, tu te finances comment? Tu te finances en fonds propres? Tu lèves des fonds? Comment ça se passe financièrement derrière? On va rentrer un peu plus technique là-dedans. Répète ta question, s'il vous plaît. Comment tu finances un événement comme Elevate? Tu dis qu'il te coûte 1 million, il te coûte un demi-million en 2024. Comment tu finances ça? Est-ce que tu t'aides de banque? Est-ce que c'est en fonds propres? Est-ce que c'est du prêt privé? Les banques ne touchent pas ce genre de choses. Okay. Surtout dans tes premières années, surtout quand tu as une perte la première, ils ne vont pas nécessairement t'aider avec ça. Tu dois aller chercher de l'investissement d'autres personnes, c'est-à-dire des individus, c'est-à-dire des investisseurs qui ont nécessairement les sous pour pouvoir t'aider. Et en fait, c'est de gagner leur confiance, quoi. Leur dire, écoute, voici ma vision, voici où ce que je m'en vais. Et est-ce que tu veux faire partie de ça? Puis voici, est-ce que tu peux gagner de ça? Alors, la première année, j'avais levé environ 100 000. La deuxième année, on a levé 150 000. Quoique, pour 1 million, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais dans l'événementiel, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as juste besoin d'un petit push au début pour le cash flow, pour pouvoir payer les premiers frais. Après ça, tu négocies pour pouvoir repousser toutes les dernières frais avant l'événement. Donc, parce que tu as des gens qui achètent des billets, ça te permet de pouvoir continuer à payer toutes les factures qui viennent. Parce qu'à un moment donné, ça prend de l'effet, ça prend du momentum, puis bon, tu n'as plus besoin nécessairement de beaucoup d'argent au départ. Donc, c'est vraiment un petit push au début pour louer la salle, mettre des dépôts. Éventuellement, quand la billetterie commence à prendre l'effet, l'événementiel te permet d'autofinancer. Ok, donc tu dois trouver, si on fait un comparatif, tu dois trouver ta mise de fonds de 10-15%, et après ça s'autofinance si tu fais du bon travail. Si tu fais pas du bon travail, tu coules tout de suite. Oui, certainement. C'est juste une mise de fonds, comme tu le dis. Une mise de fonds, c'est ce que tu as besoin. Donc, c'est relatif. Hein. Si tu as un événement de 100 000, 15-20 000, c'est suffisant. Donc, je dirais un 15-20% d'économie, là, ça peut faire l'affaire. Qu'est-ce que tu offres à ces investisseurs en échange? Des fois, il y a plusieurs structures. Donc, c'est quelque chose que j'apprends dans le levée de fonds avec mon programme que je viens de lancer. Il y a différents modèles. Donc, soit tu peux payer de l'intérêt. Donc, il n'y a pas nécessairement de rendement, un intérêt, ou un mix des deux. L'intérêt plus du rendement. Surtout quand tu as un produit où tu n'es pas certain de c'est quoi le retour sur l'investissement, il y en a que tu peux simplement leur dire, écoute, il n'y a pas d'argent à faire là-dedans, mais tu vas faire partie du projet, puis voici ce que je t'offre. Donc, du sponsorship, un petit moment sur le stage. Il y a plein de choses. Tu peux vraiment être créatif là-dessus. Oui. Puis, quelque chose comme Elevate, c'était assez simple à attirer des investisseurs, car oui, il y a le rendement, qui est maintenant très attirant. Mais de l'autre côté, il y a aussi cette visibilité qu'ils ont s'ils deviennent un investisseur. Donc, il y a plusieurs modèles. Donc,
pour pas nécessairement dire exactement ce qu'on a fait, je peux te dire que c'est dans une structure comme ça. Intérêt, rendement et visibilité. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Puis aussi, le fait que tu attires du monde comme Andy Elliott, Energy, tout ce monde-là, tu peux dire, écoute, tu as un accès privilégié avec ces individus, tu peux avoir la chance. Non seulement tu gagnes de l'argent, mais tu as aussi cet accès pour pouvoir côtoyer ces genres de personnes. C'est incroyable, tu vois. Trop bien. Est-ce que ces questions-là m'intéressent beaucoup sur le financement, etc. Est-ce que à terme, tu te vois faire une structure indépendante pour Elevate et tourner, si je prends l'exemple, le Cirque du Soleil, qui est une entité à part entière et qui en fait vont lever des fonds avec le nom Cirque du Soleil pour aller s'implémenter dans les pays? Est-ce que tu as cette ambition-là ou rester dans le modèle que tu es actuellement? En fait, depuis le début, c'est sûr qu'au début, c'est Cyril qui a pris les garants de ces genres d'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, il avait des prêts pour pouvoir être son entité à part et pouvoir aller chercher ces genres de fonds, de ces investissements pour pouvoir aller plus loin. Chaque année, on va avoir des candidats intéressants comme Russell. L'année passée, c'était Ryan. Cette année, c'est Andy. Et j'ai l'objectif d'aller chercher Tony Robbins dans les prochaines années qui viennent, Grant Cardone, Iman Ghazi, tous ces individus-là, on va Alex Omozi éventuellement. Donc, ces gens-là vont venir, right? Donc, le fait que LV est capable d'amener tout ce monde-là, ben, je suis certain que les investisseurs seraient intéressés avec des rendements assez intéressants. Quoique, il n'y a pas nécessairement besoin aujourd'hui d'aller chercher ce genre d'investissement, mais si j'ai cette tendance à toujours grossir, mais de façon ultra rapide. Donc, mettons qu'au lieu d'aller avec un projet de 1,5, si je m'en vais à 4 millions de jour à lendemain, c'est sûr que j'aurais besoin de plus de fonds. Si tu lèves 2 millions, tu vas sur un projet à 2 millions plus 80%? 20%. Tu vois ce que je veux dire? Si on te donne 2 millions, est-ce que tu respectes le même modèle? C'est-à-dire que si on donne 150 000, tu vas faire un événement à 500 000. Si quelqu'un demain te dit, bah voilà, moi je te prête 2 millions, enfin, je te finance à hauteur de 2 millions, est-ce que tu vas chercher un événement qui va te coûter 10 millions? Pas nécessairement. Okay. C'est pas, je pense pas que... c'est aussi... Ça dépend du marché. Oui. Right? Écoute, j'ai mangé une claque dans la face par l'expérience d'une autre personne. C'est-à-dire que, je nommerai pas son nom, mais il a organisé la plus grande conférence avant moi au Canada qui se passait à Toronto chaque année. Malheureusement, il est tombé en faillite. 3 jours avant l'événement, il cancelle le tout. Et tu perds ta réputation tout de suite. Et la raison est simple. Il a surestimé la capacité d'attirer des gens. Il voulait 5000 personnes. Mais présentement, on vit une crise financière, une crise économique. Beaucoup de gens n'ont pas nécessairement les sous. Right? Beaucoup d'entrepreneurs, ils struggle actuellement. Ils ont de la difficulté actuellement. Alors, il voulait 5000 personnes, puis il amenait du monde comme Grant Cardone à Toronto. Quoique, tu amènes le pape, même si tu amènes le pape, si les gens n'ont pas d'argent, tu ne peux pas être aussi ambitieux, tu vois. Alors, parce qu'il n'a pas nécessairement rempli, il a trouvé une excuse qui vaut aucun sens pour moi, là, pour dire pourquoi il annule la conférence. Et tout le monde a perdu de l'argent. Tous les invités, tous les gens qui ont acheté leur billet, ils ont perdu leurs sous. Il fallait reporter à la banque comme quoi que cette compagnie est allée en faillite, donc de redonner mon argent à la banque directement. Alors ça, c'est une claque dans ma face pour dire que, OK, on va pas trop vite dans l'événementiel. Il y a une limite. Donc, je le fais graduellement. On était à 1500 personnes cette année. J'ai visé le soleil. Je suis tombé sur la Lune avec 1400 personnes. L'année passée, 2000 personnes. Puis je tombe à 1800. Chaque fois que tu as des grands objectifs, tu vas toujours tomber proche. Donc l'année prochaine, c'est 2000. Si on tombe à 1900, 1800, on est content. Il va aller graduellement. Ça me permet de aussi bâtir ma communauté en parallèle. Et l'année prochaine, Russell Brunson, Ouais. Centre Bell, j'ai entendu. Qui a dit ça? Je sais pas, j'ai entendu dans l'oreillette droite. Mon objectif, c'est de remplir Centre Bell éventuellement. Okay. Est-ce que Russell peut remplir Centre Bell? Oui. On a un grand fan à côté de nous. L'étude de marché me dit non. Mais pour remplir Centre Bell, tu as besoin d'un Oprah Winfrey. Tu as besoin d'un Barack Obama. Tu as besoin peut-être d'un Michelle Obama. Tu as besoin peut-être d'un Tony Robbins. Quelqu'un que, même un entrepreneur, même si tu n'es pas un entrepreneur, tu connais ce nom-là. Alors, c'est comme ça qu'on va pouvoir remplir Centre Bell. Donc, c'est un projet de 4 ans. Donc, Russell Brunson, peut-être limite Place Bell, mais je pense qu'à 2000 personnes, on n'a pas nécessairement besoin de Place Bell. OK, je comprends. Je ne vais pas me casser la gueule. C'est stratégique. Je vois ça, je vais suivre ça de très près. Ouais. OK, maintenant, on va parler un peu de ta personal brand. Comment tu développes ça? Comment tu le vois dans ton business? Comment tu fais la part des choses entre... à quoi te sert ta personal brand actuellement? Est-ce qu'elle sert Elevate et ton business d'hypothèque? Ou t'as pris un virage et c'est uniquement pour Elevate actuellement?
Le personal brand, ça me sert un peu pour tout, quoi. Ok. Ça me permet de m'asseoir avec toi, de donner ton temps. Ça me permet de créer un événement comme Elevate. Ça me permet d'avoir des clients au niveau du courtage. Donc, je dirais que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est vraiment se baser sur le personal brand. Depuis le début des temps, les grandes entreprises et les grandes personnalités, ils ont tous un personal brand. Si on parle de Tesla, on parle d'Elon Musk. Si on parle d'Amazon, on parle de Jeff Bezos, right? On parle de Microsoft, on parle de Bill Gates. Donc, toutes ces grandes compagnies ont un personal brand, autant leur image que le propriétaire, tu vois. Donc, je pense que le personal brand est bien important. C'est ça qui me permet de pouvoir attaquer plusieurs projets et que j'ai une certaine confiance. Donc, depuis quoi? Depuis le début de ma carrière, quand j'ai vu mon mentor utiliser le personal brand pour aller chercher la clientèle, j'étais convaincu que c'est la chose la plus importante à faire. Et maintenant, ta question, est-ce que c'est comment le faire? Non, la question c'est plus comment tu l'utilises, dans quel asset de business tu vois le plus d'impact actuellement. À la fin de la journée, toute entreprise, il y a un humain derrière. Il y a des humains derrière. Alors, avant l'entreprise, au début, c'est toujours la personne. C'est après que l'entreprise a fort nom. Puis moi, je me fiche de savoir c'est qui les personnes derrière. L'entreprise, il y a une bonne crédibilité. Alors, ça commence toujours par la personne. Donc, je me concentre pour vraiment à bâtir mon personal brand, m'assurer d'avoir une bonne réputation, une bonne crédibilité, une bonne notoriété pour qu'éventuellement, tout ce que j'entreprends, il y ait un certain succès pour bâtir des noms comme Elevate, comme le courtage hypothécaire. Right? Est-ce que tu le vois comme très analytique, est-ce que tu le vois comme un cost, ta personal brand? Un cost que tu spends chaque mois pour avoir un retour qui, lui, n'est pas forcément mesurable. On avait entendu notamment des gens comme Hormozy ou, j'ai écorché son nom, qui annonce dépenser entre 80 et 150 000 dollars US par mois en personal brand, en vue de vidéos, en vue de Reels, etc., pour monter en notoriété. Et c'est vraiment un cost dans leur business. Ben, au début, c'est un cas, ça devient un investissement par la suite. C'est comme une machine où chaque fois que tu investis 1 000 $, ça te ramène 10 000, right? Donc, si c'est une machine à produire de l'argent, que tu mets 1000 pour avoir 10 000 ou tu mets 10 000 pour avoir 100 000, si tu sais que ça fait de l'argent, continue à injecter de l'argent. Donc, c'est plus un investissement de mon côté. Comment que je vois les choses? Au début, c'est sûr que ça reste un casse parce que ça va prendre un certain moment avant que les gens puissent voir, OK, ce gars-là est constant, on le voit tout le temps, son message est tout souvent aligné, il y a des bons principes et il est intéressant aussi quand tu le parles. Quand il parle, tu vois. Donc, ça devient un investissement. Aujourd'hui, c'est un investissement pour moi. Donc, j'étais l'un des premiers courtiers hypothécaires à avoir son vidéographe à temps plein. Ok. J'étais un des premiers, il était là juste dans des bureaux ici. C'est les gars de MG? Hein? C'est les gars qui t'ont suivi sur les Non. J'ai eu quand même pas mal de vidéographes dans ma carrière. Alors, j'ai employé un petit jeune avec son bureau, avec ses caméras. J'ai acheté ses équipements dans les débuts. Donc, j'avais déjà une vision. OK, personal brand, c'est vraiment important. Pourquoi j'avais cette vision? Parce que le secret est simple, right? J'étudiais beaucoup les Américains. Je m'inspire beaucoup des Américains. Si je regarde les Gary Vee de ce monde, les Patrick Bet-David de ce monde, les Tony Russell Brunson maintenant, tous ces individus, ils ont leur propre équipe médiatique à l'interne. Alors, j'avais déjà quelqu'un à l'interne à l'âge de 25-26 ans. Comme ça, je savais que je pouvais produire encore plus. Maintenant, on s'en va dans les clippings. Donc, je m'intéresse beaucoup au clipping. Donc, maintenant, comment que je pourrais propulser le maximum mon image? Donc, évidemment, avoir un compte serogène.ca, c'est intéressant. Avoir tous mes comptes qui me propulsent, mais c'est pas assez. Avec autant de bruit qu'on a sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, on a besoin de plus de bruit de différentes branches. Alors, ça m'intéresse beaucoup le clipping. Donc, je suis en train de regarder comment que je peux déployer ça le plus rapidement possible. Je suis en plein dedans en ce moment-là, sur les stratégies de clipping. Ah ouais? Ouais, 100%. Ok, trop bien. On va rentrer dans des questions un peu plus personnelles, on terminera là-dessus, sur ce bloc-là. Donc comme on l'a vu, tu fais beaucoup de choses, tu es un peu sur tous les fronts, tu as une vision long terme. Cette vision-là, elle est animée par quoi? C'est quoi le feu intérieur de Seroujane? Qu'est-ce qui te motive tous les matins? Qu'est-ce qui fait que tu gardes cette niaque, cette posture tout le temps? La peur. C'est la peur de perdre cette possibilité que j'ai aujourd'hui, right? On va tous mourir et je veux pas avoir 80 ans et me dire fuck, il y avait toutes ces possibilités, toutes ces opportunités, puis j'ai décidé de ne pas foncer. Et depuis que je suis tout jeune, je remarque que chaque fois que je prends action, j'ai des résultats. Et ça a commencé à l'école à cause de l'intimidation. Parce que j'étais intimidé, j'ai décidé de prendre ma vie dans les mains
et décidé de changer d'école. Et quand j'ai changé d'école, j'ai fait des très bonnes connexions avec des nouvelles amies. Que encore en ce jour, j'ai encore les mêmes amis. J'ai parti d'un chubby kid, une personne découpée. Ça m'a permis d'attirer plein de demoiselles autour de moi. Donc, chaque fois que je prenais action, j'avais des résultats. Alors, je l'ai amené avec moi dans la vie, là, dans la réalité. Puis, c'est souvent quand tu es un ado populaire à l'école parce que tu as des beaux vêtements qui sont achetés par tes parents, tu parais bien et que tu n'as pas nécessairement travaillé pour avoir cette popularité à l'école, tu penses que la vie, c'est ça. Et quand tu tombes dans la réalité, dans le marché du travail, là, tu réalises que tu es plus important. Là, tu te dis, merde, qu'est-ce que je fais, comment je fais? Et ils ont de la difficulté à passer à travers la vie. Puis je regarde beaucoup de personnes autour de moi qui étaient au secondaire avec moi, au collège avec moi, à l'université avec moi, qui sont ni vus ni connus aujourd'hui. Et pourtant, ils étaient extrêmement populaires à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans la réalité, puis ils aperçoivent qu'ils ils peuvent plus avoir les choses facilement. Ils ne savent pas comment diriger, tu vois. Alors, pour moi, c'est que chaque fois que je mets des efforts, j'ai des résultats, donc le potentiel est illimité. Alors, je me dis, man, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux avoir de plus si je continue à pousser? Je suis heureux aussi dans ce processus, tu vois. Comme Alex Omoji le dit, il est heureux, pas nécessairement dans l'accomplissement, dans la progression. Et je pense qu'après élevé, honnêtement, j'ai pris une journée de repos. C'était le samedi, j'ai dormi toute la journée. Et le dimanche, j'étais de retour. Puis, c'est drôle, il y a d'autres personnes qui me posent la question, hey, t'as-tu pris assez de repos? C'est urgent, t'as peut-être besoin d'un peu plus de temps. Pourquoi t'as pas pris de vacances encore? J'ai dit non, I don't need it. J'avais besoin d'une journée de sommeil parce que j'étais sleep deprived, but other than that, je suis parti, là, je suis bon pour recommencer à nouveau. Parce que j'adore ce que je fais. Pendant Elevate, j'ai vu tous les résultats que ça a amené. J'ai adoré attendre d'autres personnes témoigner à quel point c'était incroyable l'événement. Mais c'est comme, le hype, c'était durant la construction d'Elevate. C'est ça que j'ai aimé le plus. Pendant, c'était surtout apprendre des autres, c'était vraiment incroyable. Ça m'a fait du bien, mais j'ai besoin de cette dopamine encore. Alors, je sais pas si je peux me rivaliser avec Alexio Mosi qui prend aucune journée de vacances, là. Ça, c'est un autre niveau. Puis il y a des niveaux à tout ça, hein. Il y a des niveaux à chaque étape de vie, mais de mon côté, je m'accomplis avec la progression. En faisant tout ça, tu vas accomplir de plus en plus de choses. Tu l'as déjà fait. C'est quoi l'empreinte que tu veux laisser dans, disons, 30 ans? Oh, Quand tu regardes derrière, quelle empreinte, qu'est-ce que tu voudrais avoir? C'est quelque chose, impacter des gens, avoir un impact sociétal, avoir un impact potentiellement politique, d'influence. Ce serait quoi ton but final? J'aime le fait d'inspirer. Okay. Donc, si je peux inspirer encore, j'ai inspiré probablement des milliers. Si je peux inspirer des millions, j'entreprendrais quelque chose que je pourrais inspirer des millions. Right? Et vraiment laisser une trace comme quoi, okay, dans tous les cas, dans quatre générations, on va oublier ton nom. Oui. Right? Donc, au moins pour les 4 prochaines générations, si on peut savoir que j'ai existé, bon, je serais heureux avec ça. Donc, cette trace que je peux laisser pour les 4 prochaines générations, s'il y a une façon de pouvoir le faire. Et la seule façon, c'est d'inspirer. Ça, c'est je dirais, de façon plus globale. Mais je dirais micro, ça serait avoir des enfants qui suivent un peu dans mes principes de vie. C'est d'être heureux pas mal tous les jours jusqu'à la fin, quoi. C'est d'avoir une belle famille autour de moi, des bonnes amitiés autour de moi. C'est quelque chose que je veux également parce que je pense que la vie, au-delà de ça, étant donné que je viens du Sri Lanka, j'ai vu du monde avoir absolument rien et être vraiment heureux dans leur day-to-day. Je me dis, t'as pas besoin de tout ça. Donc, c'est vraiment avoir cet bonheur autour des gens qui sont là pour moi. J'ai une autre question par rapport à tout ce que tu fais ici au Québec. C'est qui? Patrick Bet-David, je crois qu'il t'avait dit que tu devrais aller aux US ou quelque chose comme ça. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Bah non, en fait, c'est au Québec. C'est au Québec que tu dois rendre les choses. Et j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Ouais, en fait, c'est simple. Pour moi, je sais pas si tu as déjà lu le livre The Blue Ocean. Oui. C'est un livre où ça parle des opportunités, où tu dois étudier le marché pour savoir est-ce que c'est un bon marché, est-ce qu'il y a assez d'opportunités, est-ce que c'est saturé comme marché. Exemple, si tu es à New York, il y a plus de 100 000 courtiers immobiliers. Et si tu veux réussir dans le courtage immobilier à New York, il faut vraiment que tu travailles fort. Maintenant, si tu veux un edge, tu devrais te réveiller à 4 heures le matin. On te dit, tu dois te réveiller à 4 heures le matin, tu dois méditer, tu dois prendre une douche dans l'eau froide pour bien commencer et tu dois dormir à minuit le soir. Et c'est ça le edge que je dois prendre pour pouvoir réussir. Mais si tous les 100 000 courtiers font la même chose, tu n'as aucune chance. C'est trop saturé. Alors ici, pour revenir au Québec, l'océan est bleu pour moi.
Y a-t-il un autre Cyrojane qui fait Elevate à cette grandeur? Non, pas encore. Peut-être, pas pour le moment. Alors, j'ai un océan bleu. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si je vais à Miami, si je vais à Los Angeles, il y a peut-être 4 Cyrojanes comme moi. Right? Alors, il y a beaucoup plus de compétition. Tandis qu'ici, j'ai l'océan bleu. Alors, je me dis, si je me concentre mon énergie à juste continuer à pousser et prendre de l'avance, c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres qui vont inspirer d'autres personnes à le faire. Ça, c'est clair. C'est là. C'est là. Right? C'est juste que tu prends tellement un gap que tu can, si tu veux le faire. Mais c'est bien d'avoir d'autres conférences, d'autres personnes qui imitent le même projet parce que si tout le monde peut en profiter, si une personne amène Ryan, l'autre personne amène Patrick, dans une année, tu as comme 4 célébrités d'entrepreneurs qui viennent, c'est sûr que tout le monde profite. Alors, je suis pour ça. Mais qu'est-ce que j'essaie de te dire, c'est qu'est-ce que j'ai dit dans un autre des podcasts, c'est que tu fais tellement de bruit que l'écho est beaucoup plus large. Right? Andy, contrairement à toutes les propositions qu'il reçoit pour faire des speeches, il a accepté de faire avec moi, pas seulement pour Elevate, mais seulement aussi pour le Canada. Right? Le fait qu'il vient pour la première fois au Canada. Il est là, le edge. Exact. Voici le edge. Le fait que je suis le seul à faire ici, donc ces Américains, ils veulent aussi ce marché ici. Right? On parle des Américains, mais ça, c'est pas mal dans tous les aspects de ce projet, tu vois. Donc, je peux être ici puis faire assez de bruit pour me connecter avec les Américains, pour me connecter avec du monde en Inde ou en Chine, parce que le Canada, ça reste encore un beau pays. Un pays avec plusieurs opportunités, tu vois. C'est pour ça qu'on est tous là, on est tous des immigrants ici. Alors, c'est faire tellement de bruit que je peux développer des affaires ailleurs. Donc, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Tandis que si tu vas ailleurs, tu dois refaire la même chose. Tu dois développer dans une autre ville, recommencer à nouveau. Je n'ai pas besoin de le faire. Je vois l'heure qui tourne. Est-ce que tu as du temps pour développer sur ton infoproduit? Ah ouais, vas-y. Ok, let's go. Donc, tu as fait pendant l'Elevate, tu as fait un beau pitch qui t'a permis d'être rentable sur l'événement au global. Tu as pitché sur scène une offre sur la levée de fonds, apprendre à lever des fonds, apprendre à lever des capitaux. Donc, tu avais un auditoire globalement, ça c'est mon ressenti, tu me coupes si je me trompe, tu avais un auditoire qui est globalement beaucoup dans l'immobilier, des entrepreneurs, des courtiers, des agents immobiliers, beaucoup historiquement, c'est eux qui te suivent, donc c'est ça qu'on ressent dans la salle, mais des entrepreneurs un peu de toutes parts, des marketeurs également aussi. Tu as pitché cette offre de levée de fonds qui ne correspond pas forcément à tout le monde dans la salle d'Elevate, on va dire, je dirais, en proportion, tu devais avoir 70% qui étaient réceptifs à ce message-là. Comment tu as construit cette offre-là? Quel a été le succès là-dessus? Comment tu vas délivrer? C'est un produit que tu as co-construit avec Raymond, Andy Elliott, Daniel G, Cory Albert et le gars, j'ai écorché son nom, du MG Media. Ouais, Gwenaël. Gwenaël, pardon pour lui. Et comment tu vas délivrer ça? Comment tu as fait ton pitch? Comment tu gères ça? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, ça fait 10 ans que je suis dans le service. J'ai jamais été dans l'infoproduit, jamais été dans le coaching. J'ai fait des présentations, des conférences un peu partout, mais j'ai jamais eu vraiment un coaching concret. Alors, puisque je suis dans le domaine et puisque j'ai une expertise là-dedans, je me suis dit, OK, c'est le bon moment avec un stage, avec une table que j'ai où il va y avoir plus de 1400 personnes. J'ai dit, OK, tu sais quoi, je vais prendre une chance. Et il y a beaucoup de personnes qui vont tout calculer, ils vont s'assurer que tout soit parfait pour pouvoir se lancer. Ils disent, fuck it. La pire chose qui va m'arriver, c'est pas autant de résultats que je pensais. Mais au contraire, ça a été un très grand succès. On a eu énormément de résultats. Quoique je voudrais plus, tout entrepreneur voudrait plus. Je dirais que tu as dit 70%, mais je dirais à 50%. Ok. 50% de la salle. Parce que réceptif à ton offre, capable de... Pas réceptif à mon offre, mais plutôt... ça vient ensemble, tu vois. C'est-à-dire que Andy Elliott a amené beaucoup de jeunes. Oui. Beaucoup. La salle était remplie de jeunes. Très jeunes, ouais, effectivement. Très jeune âge, autour de 20 ans, ce qui est formidable. Mais pour mon offre, pas si bien que ça. Tandis que l'année passée, j'avais du monde de plus de 30 ans, car j'ai amené Ryan Serhant. Russell va amener un peu plus de monde, un peu plus âgé, je pense. Quoique les jeunes sont toujours les bienvenus. Vous êtes bienvenus. C'est juste que, ouais, je dirais qu'il y avait beaucoup plus de jeunes. 50% de la salle était, je dirais, du monde autre que l'immobilier. Tandis que l'année passée, c'était 100%. L'année passée, j'avais offert ce produit. Je pense que j'aurais closé peut-être un plus gros pourcentage. Alors, j'ai pris un bet, je dirais. Et je me suis dit, si ça fonctionne ici, qu'est-ce qui va arriver? Je vais pouvoir l'optimiser. Alors, je vais pouvoir l'optimiser. Donc là, j'ai déjà pensé à refaire des mini-conférences de 300-400 personnes et amener uniquement du monde qui s'intéresse à l'immobilier, puis revoir si on peut reproduire, mais avec un plus grand succès. Si tout le monde vient pour uniquement apprendre à lever des capitales, évidemment, une offre comme ça, c'est un home run, tu vois. Ça se fait un point de data. Tu as eu quoi comme conversion rate à peu près sur le...
On a eu environ 150 personnes, donc 1400, fais le Ouais. calcul là. Un 10%. C'est correct. Un 10% en live, c'est bien. Pas le benchmark, on en avait parlé lors du podcast il y a 2 semaines, mais un benchmark sur de la vente en live où tu vas être sur si t'es sur du 12%, t'es correct, t'es bien. Moi, je m'attendais à beaucoup plus. Ça va être compliqué d'avoir beaucoup plus sur quelqu'un qui vient se faire pitcher et qui n'est pas au courant qu'il va se faire pitcher. C'est compliqué de faire Ouais. beaucoup plus. On a eu plus de 150 personnes qui ont mis le dépôt. On voulait beaucoup plus, puis c'est correct, tu vois. Voir qu'un courtier hypothécaire, la majorité des courtiers hypothécaires sont pas dans ce domaine et que je parle devant 1400 personnes. Moi qui avais la phobie il y a 5 ans, j'ai dit 10 ans, mais la vérité, c'est qu'il y a 5 ans, j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Tu me mets devant 10 personnes, je tombe à terre. Que j'ai réussi à captiver l'attention pendant 60 minutes et créer un problème qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient. Après, amener une solution. Après ça, dire que c'est moi la solution. Et là, vendre et avoir autant de dépôts, moi, je suis content. Et qu'est-ce qui va arriver? J'ai seulement 31 ans et je me dis, l'année prochaine, est-ce que je vais être pire que cette année? Non. Est-ce que ça m'a permis de développer une business qui est ultra lucrative? Oui. Puis sans compter la machine derrière, parce que les gens voient, c'est souvent dans les coachs, ils voient juste les coachs qui sont juste des coachs, leur argent, ils le font dans la vente du coaching. Moi, mon argent n'est pas là. Mon argent, c'est la machine derrière. Dans le back-end, c'est là où Dans le back-end. c'est les écosystèmes qui font le plus d'argent. Bronson fait ça. La question que j'avais, c'est je fais souvent des lancements, des gros lancements en France. Donc on a soit du B2C, soit du B2B. Tu as toujours le B2C, bon, tu vas vendre à la masse, donc tu vas essayer d'avoir un message très clair, très ciblé pour la personne qui va t'acheter, et tu vises le mainstream au maximum pour faire un maximum de chiffres. Quand tu vas en B2B, donc toi on considère que c'est une offre B2B, fundraising, ça peut être, ouais, c'est une offre B2B, ou tu considères ça Je comme dirais une offre B2B, B2C, honnêtement. B2B, Parce que B2C. un individu peut pouvoir profiter de ça, oui. Je dis B2B parce que c'est dans le but de faire un business, de lever des fonds pour un business. Ouais. C'est pour ça que je la considère comme B2B. Okay. Cette offre-là, tu la pousses à un grand nombre. C'est quoi que tu veux faire derrière ça? Est-ce que tu veux itérer sur cette offre-là, la faire évoluer, clôturer la delivery et faire une autre offre, ou tu veux grossir et build cette offre-là et la faire évoluer au fur et à mesure? Et en fait, l'année prochaine, au Elevate, les gens arrivent et savent qu'ils vont se faire pitcher sur une nouvelle offre avec une nouvelle proposition de valeur, avec tous les résultats des personnes qui sont rentrées dans ton programme. Si tu te délivres bien et que tu as des bons résultats, tu vas pouvoir mettre tous les témoignages, tu vas pouvoir faire monter des gens sur scène, ça va avoir un impact x10. Là, potentiellement, tu vas pouvoir monter à 20%. Tout ce que tu as dit, x10. Okay. Alors, tout ce que tu énumères là, c'est exactement ce qu'on va faire. Hey, I got Russell Brunson next year, man. Tu vas avoir du bon coaching. Il va y avoir des très bons coachings. J'ai beaucoup shadow ces individus. Ouais. Ça fait 10 ans que j'ai étudié l'infoproduit. Oui, on va certainement comme tout scaler de ce côté-là. À la base, je me concentre uniquement sur une chose maintenant, c'est la livraison. Je veux m'assurer d'avoir des résultats et des résultats pour m'entourer. Lever des fonds, c'est une compétence universelle qui peut carrément changer la vie de tout le monde. Tout le monde a besoin d'argent et je crois sincèrement que si des gens comme toi, des entrepreneurs qui ont déjà une machine à produire de l'argent, juste injecter plus, ils vont produire encore plus. Ouais. Maintenant, on est tous jeunes ici, mais on ne sera pas jeunes pour l'éternité. Donc, il faut aller vite et la liberté financière, il faut l'avoir quand on est jeune et non quand on a 60 ans. Le gouvernement, la société nous a mis une chiffre, 65 ans. Mais 65 ans, man, t'es vieux, man. T'es vieux en crise. Right? un bon Québécois, puis la vie, c'est là. T'en profites là. Comment qu'on le fait? Tu prends le capital des autres et tu propulses. Alors, j'apprends comment aller chercher ces fonds-là par différents segments. Institutionnels, prêts privés, investisseurs privés et family offices. Alors, et après ça, comment attirer ces individus. Donc, mon objectif présentement, c'est vraiment me concentrer pour les 3 prochains mois pour livraison du produit, pour que mes mentorés réussissent à avoir des résultats, pour monter l'année prochaine sur stage, puis donner des plaques. Lui, il a levé 100 000, lui, il a levé 500 000, lui, il a levé 1 million. Ça, c'est mon objectif ultime. Volume levé. Volume levé, oui, exact. Ouais. Okay. Peu importe l'entreprise. Et l'autre chose qu'on va appliquer rapidement, c'est il va y avoir un upsell durant le coaching pour ceux qui sont intéressés. Qu'est-ce que tu dirais si, à la place d'amener un Russell Brunson une fois par année, je peux en amener 4 fois par année des Russell Brunson? Au sein des gens du produit? Exact. Oui. Exemple, Russell, Alex, Patrick, tous ces individus pour vraiment un groupe vraiment mince, vraiment limité. 20 personnes, on s'en va à Aruba. J'amène Russell pendant une semaine de temps, mais avec
avec un Priceline beaucoup plus élevé, autour de 20 000 $20 000 pour une semaine. Vraiment les élites, mais tu as la chance de pouvoir être 20 personnes avec Russell, l'exemple. Alors, je pourrais développer ma relation d'affaires avec ces individus 4 fois dans une année versus Elevate une fois. Puis évidemment, l'audience, les clients qui adhèrent à ce produit, ben, ils vont pouvoir avoir la chance de pouvoir... Personne là, ici au Québec le fait. Non. Personne. Oui, ils en font avec des Québécois qui ont du succès. J'ai vu des entreprises le faire, mais avec des célébrités internationales, personne ne le fait. Et accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Ouais. Donc, ça, c'est... Parce que moi, je trouve qu'une fois par année, amener une grande personne, car il faut que je bouge vite. Et j'ai besoin de plus de contacts plus rapidement. Je veux des Iman Ghazi tout de suite dans mes relations d'affaires. Donc, pourquoi pas se payer tous ensemble pour l'amener. Et non 1000 personnes, mais 20 personnes, 20-25 personnes, peut-être max 50. Puis on passe une semaine ensemble. J'ai été dans plusieurs mariages. Pourquoi j'ai eu cette idée? C'est que j'étais dans un mariage d'un de mes cousins l'année passée, en République dominicaine. On a loué, on a tous été dans un resort pendant une semaine. Puis la majorité du temps, quand tu vas dans un mariage, là, ça passe aussi vite pour le marié que ceux qui sont invités. Right? Et tu passes pas du bon moment. Même le marié, man, tu fais pour les autres. Oui. Hey, t'as tellement de stress avec autant de personnes à servir que tu passes pas du bon moment. T'as hâte au honeymoon, lune de miel. T'as hâte au lune de miel, tu te rappelles même pas, tu dois regarder tes vidéos, tes photos pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce que j'ai aimé avec ce concept, le fait d'aller en famille, on était une trentaine de personnes aller en famille. Oui, il y a le mariage, on s'en fout un peu. On profite. Une journée, ils se marient, on profite avec eux. Puis après ça, le reste de la semaine aussi, on continue à profiter. Puis encore, je me rappelle de tous les souvenirs que j'ai passés dans ce mariage. Te rappelles-tu des derniers mariages que tu as été? Il y en a tellement, puis ça passe tellement vite que tu ne te rappelles pas. Puis même les mariés, ils ne se rappellent pas. Right? Dis-toi que si on passe une semaine avec Russell, avec Anthony Robbins, avec Grant Cardone, man, c'est énorme là, le nombre de possibilités. Puis surtout un entrepreneur qui est très futé, là, il va pouvoir grab plein d'opportunités. Comme toi, là, t'es venu un CEO, t'as pris Justin, t'as pris moi avec un podcast aujourd'hui. T'as su exactement quoi faire dans ce genre d'opportunité. Que peut-être que ça ne pourra pas être rentable tout de suite, mais tu es en train de planter des graines, tu vois. Tu fermes ta place actuellement. 100%. Bah, ce sera ma dernière question que je m'étais notée, que j'ai envie de te poser. Tu m'as accordé ton temps, merci. Je vais encore push encore plus. Si tu as un conseil à me donner, tu m'as vu un peu évoluer, tu me connais. Qu'est-ce que tu me conseilles pour évoluer en business au Québec, au Canada ou même à l'international sur des gros lancements, sur du marketing et pourquoi pas aussi sur du financement? J'ai une opportunité en ce moment que je te parlerai en off sur ce genre de sujet de levée de fonds, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles pour aller dans des sphères d'influence plus hautes, m'entourer des bonnes personnes et péter un peu tout ça? Ben, d'abord, continue à faire ce que tu fais. Honnêtement, je vois beaucoup en toi. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait combien de temps que tu es en business? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans seulement? Ouais. Ben, J'ai une grosse carrière, enfin une carrière corporate en finance et en ingénierie. Et tu as quel âge? J'ai 30 ans. Honnêtement, t'es beaucoup plus avancé que moi. Lorsque j'avais 2 ans en carrière dans mon domaine, versus toi qui a 2 ans avec tous les investissements que tu fais, tu as beaucoup plus d'avance que moi quand j'ai commencé sur le mindset, tu vois. Donc, c'est-à-dire que d'abord, t'es le premier à t'abonner, à aller dans ces genres de salles, à payer pour pouvoir avoir accès. Je dirais de coup, juste continuer à faire ça parce que c'est ça le secret. Que la majorité des gens, par l'insécurité qu'ils ont envers eux-mêmes, même pas un manque d'argent. L'argent n'est jamais un problème. Tu peux toujours convaincre quelqu'un de prendre l'argent, sinon prendre mon cours de levée de fonds et t'apprendre à comment le faire. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai. On mettra la LP en dessous. Le lien C'était un bon plug. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est vraiment là, l'insécurité. C'est parce que si tu trouves que c'est trop cher, mais tu vois la valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne fais pas assez confiance en toi-même. Right? Quand j'ai payé 20 000 $ pour pouvoir aller voir Neil, je ne savais pas à quoi m'attendre. Tout ce que j'avais, c'est la confiance en moi que si j'ai une opportunité de parler, je vais m'assurer d'avoir un bon moment. Qu'il aille un bon moment, tu vois. Et que je puisse aller créer des valeurs à cette personne-là. Donc, bref, c'est juste continuer à faire ce que tu fais, juste continuer à investir sur toi, prendre ces formations, prendre ces investissements. Puis je pense que ça va te créer énormément d'opportunités parce que tu fais quelque chose de très unique que beaucoup de personnes n'ont pas ce même leverage que toi. Tu travailles avec Yomi, tu travailles avec d'autres personnes en France qui ont la même peseur que des Américains. Tu m'as expliqué pourquoi l'autre fois. Tu as déjà la crédibilité pour aller toucher tous
toute personne si tu te mets dans le bon environnement. Puis ces environnements, des fois, ça coûte cher pour pouvoir accéder, tu vois. Donc, je dirais ça. L'autre chose, le fait que tu as commencé un pod, c'est extraordinaire. Je pense que c'est un très bon investissement. Mais les podcasts, c'est à long terme que tu vas être gagnant. Et à court terme, c'est les relationnels. Qu'est-ce qu'on a actuellement? Je passe 1h30 avec toi. C'est 1h30. Si tu n'es pas mon client, forte chance que je ne te donne pas. Parce que je suis occupé. Alors, ce genre d'opportunité, tu saisis puis tu continues. Donc, au début, si tu arrives à 25e épisode, tu as déjà réussi. Parce que la majorité des gens ne dépassent pas 25 parce qu'ils voient que tu sors de l'argent, puis lui, il coûte cher probablement. Tu sors de l'argent, mais tu n'as pas de résultat. Tandis que toi, tu en as à avoir parce que tu as déjà une crédibilité. Et tout le monde comme des gens comme moi, ben, on a certainement besoin de tes services. Mais au-delà de ça, c'est qu'après 25e épisode, les gens, souvent, ils abandonnent parce qu'ils ne voient pas le résultat. Donc, si tu passes à travers 25, tandis que moi, tu sais, habituellement, je fais pas de podcast avant au moins une centaine d'épisodes aujourd'hui, habituellement. Mais je crois en toi. Je pense que tu vas pas nécessairement abandonner ce projet. Donc, tu sais, je me rappelle... Tu me l'as dit, quand je t'ai invité. Ouais. Ouais. Et parce que tu vois, là, j'ai fait l'erreur il y a 3 ans de participer à un podcast d'un ami. Puis, tu sais, moi, je calcule pas le temps que je donne à ce genre de personnes. Je le fais, je suis le premier et le dernier. OK. Tu perds ton nom, là, tu perds ta crédibilité. Et Cyrogène a passé dans un podcast. C'est sûr que ça fait longtemps. Aujourd'hui, si ça reproduit, ça fait encore plus mal. Mais tu donnes la chance à quelqu'un, puis les gars, ils arrêtent après le premier épisode. Right? Pensant peut-être qu'ils auraient énormément de visibilité, énormément de résultats, qui n'est pas nécessairement le cas. Mais à court terme, ce qui est puissant avec les podcasts, c'est les relations. Après ça, tu sais comment saisir cette opportunité, boum, tu vas loin. Donc, juste continue à faire ce que tu fais, puis juste augmente ton volume. That's it. Let's go. Let's go. Merci beaucoup. C'est plaisir, mon man.